Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous savoir toujours disponible. 20 ans d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes et un mandat d'arrêt international. C'est le verdict sans appel pour l'acteur politique et homme d'affaires Sébastien Adiavon et ses co-accusés dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pure. Affaire à nouveau jugée, mais cette fois-ci devant la très controversée juridiction d'exception, la Criette. En 3 heures d'instruction, en croire les avocats de la défense, les carottes étaient déjà cuites. Vite fait, contre pratiquement 15 heures de débat pour le même dossier précédemment jugé devant le tribunal de première instance de Cotonou avec pour verdict la relace, on se rappelle, comme si c'était hier. La Criette se serait-il alors vite débarrassé d'un dossier devenu plus qu'encombrant? Du verdict, quelle analyse subséquente peut-on bien en faire? Mesdames, Messieurs, un universitaire et un analyste politique pour des éléments d'appréciation subséquentes. À ma gauche, le professeur Georges Barabé Bagou, agrégé des facultés de droit, professeur de droit privé, mais aussi professeur d'histoire du droit, et fut précédemment doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Georges Barabé Bagou, bonjour. Merci beaucoup, monsieur Joël Tondi. Merci et bonjour. Merci pour la disponibilité. En face de lui, l'écrivain et analyste politique qui n'est plus à présenter. Constantin Amosso, c'est son nom. Constantin Amosso, bonjour. Bonjour Joël Tondi. Merci de répondre aussi à notre invitation. Heureux d'être ici. Ah oui, c'était attendu, c'est désormais un fait. Le verdict dans le dossier 18 kg de cocaïne, mais cette fois-ci devant la Criette. Madame Bagou, vous étiez de ceux très réticents par rapport au fonctionnement de la Criette, mais aussi ses prérogatives. Le premier gros client de la Criette est connu, la sentence aussi. Alors, à l'arrivée, est-ce que l'universitaire est enfin soulagé ou la réticence demeure? Merci beaucoup, monsieur Tondi. J'allais plagier Montesquieu. Si j'avais à défendre le droit que nous avions eu de mettre les Noirs en esclavage, voici ce que je dirais. Alors, je laisse Montesquieu continuer. Si j'avais à défendre le droit qui a été appliqué hier à la Criette, je dirais que ça a été un procès très équitable, que l'égalité des armes était là également, et que la règle non bis in idem, c'est à ne pas rejuger quelque chose qui a été jugé, également a été appliquée. Vous avez compris mon ironie. C'est-à-dire Montesquieu faisait de l'ironie lorsqu'il défendait le droit qu'on a eu à mettre les Noirs en esclavage. Je défends aussi la Criette, n'est-ce pas, comme Montesquieu l'a fait, en disant que tout s'est bien passé hier. Je me rappelle que M. Badou, plaidant pour la douane béninoise, en tout cas partie civile, à un moment donné s'est arrêté parce qu'il y avait un cliquetis d'armes derrière lui. Alors il a interpellé le président pour dire, mais monsieur le président, pourquoi il y a tout ce déplacement de policiers dans la salle, d'armes, etc. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Et le président lui a dit, non, maître Badou, rassurez-vous, ce ne sont pas des armes, ce ne sont que des bâtons qu'il manipulait. Voilà un peu l'ambiance de la Criette. Donc, pour me résumer, le procès était très équitable, tout était très bien fait, vous avez bien compris, c'était ce qu'on voulait. Ça a été une réussite parfaite. Constantin Amosso, c'était un procès qui a retenu l'attention de plus d'un. Oui, et vous aussi, vous avez effectué le déplacement, vous avez accordé beaucoup d'attention à tout ceci. À l'arrivée, au moins un ouf de soulagement, le Bénin dans l'innovation. J'ai compris que résolument le ton est à l'ironie ce matin sur le plateau de Sika TV. Et enfin, pour deux, je ferai peut-être exception, tant le sujet me paraît sérieux. Voyez-vous, hier, je n'étais pas à l'audience à Porto-Novo, mais quelques jours auparavant, j'étais parti et j'avais à l'esprit de rencontrer le procureur spécial, de rencontrer le président de la Cour, d'échanger avec l'un et l'autre et de comprendre ce que la lecture des textes ne m'avait pas permis de comprendre. De comprendre ce que l'idée que j'ai du droit, tel qu'il m'a été enseigné à l'université, y compris par le professeur Joseph Djobenou, ne me permettait pas de comprendre dans l'évolution de la situation
au niveau de notre pays, en particulier avec la création de la CRIET. Il s'est trouvé que j'avais le malheur que l'un, le procureur spécial, était absent et que l'autre, le président de la Cour, n'a pas estimé utile de me recevoir. Je les aurais écoutés, que peut-être j'aurais compris dans quel esprit il se peut que dans un pays, dans une même période, l'intervalle de 2 ans, sous le même régime, sous le même ordre judiciaire, globalement, dans un État qui se dit toujours démocratique, des personnes qui ont été jugées, qui ont été relâchées pour une infraction, peuvent être jugées pour le même fait et écoper de 20 années. C'est-à-dire que l'on peut même comprendre éventuellement la possibilité que dans un premier temps, l'on vous ait relaxé, que dans un second temps, on vous applique une peine. Mais la distance entre les deux réalités montre que, en un premier temps, on a probablement dû avoir dit le droit et que dans le second, on a voulu faire un procès politique. Et au fond, les éléments de droit, de fait, de circonstances existent pour montrer que jamais, à aucun moment dans ce dossier avec la création de la CRIET, il n'a été question de dire le droit. Et je peux faire quelques observations. Voyez-vous, partout dans le monde, le principe du droit à un procès équitable est reconnu. Partout dans le monde, même dans les régimes de pire dictature, un procès équitable. Et l'une des bases fondamentales de l'expression du procès équitable, c'est la garantie que même les conditions légales, législatives existent pour que le citoyen soit en état d'espérer que, et même si éventuellement on se trompait à son sujet, il peut encore, à l'occasion d'un appel, espérer. Mais les textes qui régissaient la CRIET avaient même déjà indiqué qu'il n'y avait pas de droit d'appel, il n'y avait que le recours éventuel à la cassation où on ne vérifiait que l'application du droit. Que 2, le tribunal est si spécial qui s'arrogeait la possibilité d'aller examiner, revoir des dossiers qui, avait-on dit, étaient en essence, mais on a oublié d'inscrire qu'il peut même, que cette cour-là peut même revenir sur des dossiers qui avaient été clos, totalement clos, avec l'autorité de la chose jugée. Parce qu'en vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Le jugement du 4 novembre, de façon régulière, dans l'ordre juridique positif de notre pays, régulièrement, c'est-à-dire dans le délai, dans les formes, n'avait fait l'objet d'aucun recours. Et ça a été dit, mais pas pédagogie, on peut peut-être le rappeler parce que parfois il peut être essentiel de redire ces choses afin que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Mais qu'après, et on peut même aller rechercher si, dans le fonctionnement de notre justice, nos braves hommes de droit n'ont pas commencé à faire peut-être, je pose une question, n'ont pas commencé à manipuler les documents publics. Parce qu'on a des raisons de penser que lorsque l'on sort comme d'un chapeau un recours qui aura été déposé mais qui n'était visible nulle part au moment où les avocats de M. Sébastien Adjavon et de ses co-accusés avaient pris le soin d'aller vérifier par tous les moyens et d'obtenir un certificat de non-appel, et bien entendu, on a des questions de penser que toutes les circonstances étaient réunies pour ne pas avoir accès à un procès équitable. Et cela est d'autant clair que dans la salle d'audience du tribunal qui, comme pas ironie, portait le nom de Yves Yaouessi, ancien ministre de la Justice. Mais je ne dis pas ironie parce que Saint-Yves, c'est même le patron des hommes de droit. Saint-Yves, c'est le saint patron de la justice. Et Saint-Yves incarne la probité, incarne l'égalité, incarne l'équité, incarne la recherche du bien, du beau. Et c'est justement dans cette salle-là, portant son enseigne, que l'on a procédé à ce que je peux appeler des crimes judiciaires. Quand on qualifie ce qui a été fait de crime, Constantin Amonsou, vous avez été plus au-delà du décor à présenter. Avant d'évoluer, je m'en voudrais de ne pas revenir sur certains aspects que vous avez évoqués avec l'universitaire. Constantin Amonsou est venu sur plusieurs détails. Il y a un aspect qui fait beaucoup de débat, c'est l'aspect de recours. Là-dessus, on a suivi le procureur
convier les uns et les autres à l'apaisement, mais surtout à la relecture des tests. Et Constantin a mon souhait de se demander si entre-temps il y a eu manipulation des tests. Comme c'est la matière que vous manipulez au quotidien, qu'est-ce qu'on peut en dire en définitive? Merci beaucoup, M. Etondi. Alors, c'est vrai que le procureur, évidemment, a parlé des tests, n'est-ce pas? Il a parlé des professeurs titulaires, des agrégés qui n'ont pas lu les tests. Très bien, je l'ai écouté, je suis allé relire les tests. Alors, M. Etondi, on parlait tout à l'heure du recours du procureur général. Vous savez très bien que le procureur général avait fait un recours, mais qui n'était hors délai, hors cadre. C'est-à-dire que, voilà, je vous lis les deux articles. Vous allez voir très bien la malice. Alors, l'ancien article, au moment où, justement, les faits sont passés, en novembre 2016. Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d'appel, dans le délai de 2 mois. Je m'arrête là. Le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d'appel dans le délai de 2 mois à compter du jour du jugement. Ça, c'est l'article 518, tel que moi, je l'ai connu. Alors, rapidement, en juillet 2018, on a repris l'article 518. Et il devient article 518 nouveau. Vous allez voir la malice. Et là, on vous dit, le procureur général forme son appel par déclaration au greffe de la Cour d'appel, comme on l'avait dit, l'article 518. Maintenant, on ajoute ou de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de 2 mois. Vous avez compris? Ou de la décision qui a rendu de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai de 2 mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'effectivement, le procureur n'a pas relevé appel, justement, devant le greffe de la Cour d'appel. Autrement, on essaie de se rattraper, c'est voilà, ça? c'est ça. L'article a été écrit juste pour permettre ce qui s'est passé hier. Mais tout ça, pas dans le délai. Mais vous avez bien vu, c'est-à-dire qu'il a fait son... Pas dans le délai, évidemment, puisque les gens ont pris déjà, comme l'a dit très bien mon ami Constantin. Alors, ils ont relevé appel hors délai et également pas devant la juridiction, pas devant le greffe de la Cour d'appel. Ils l'ont fait devant le greffe du tribunal de première instance. Or, la loi a bien dit, c'est ça nous a dit, devant le greffe de la Cour d'appel. Alors, comment on veut se rattraper? Rapidement, on a réécrit l'article 518 et on a ajouté ou de la juridiction qui a rendu la décision. Mais le rattrapage est intervenu bien après les événements. A-t-il toujours son sens? Doit-il s'appliquer à un dossier déjà? Pas du tout, pas du tout. Vous avez bien compris, on a fait ça et là on peut vous dire devant tout le monde qu'ils n'ont pas lu les tests. C'est pour ça qu'ils racontent n'importe quoi. Les tests ont été manipulés. Nous sommes devant, je dirais, la justice, n'est-ce pas? Voilà ce que la justice fait maintenant aujourd'hui. On manipule, on instrumentalise la justice. C'est cela. Et pourtant, on me dit que ce test s'est passé devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, considérant que l'examen de la loi déférée révèle que toutes les dispositions sont conformes à la Constitution, etc. Voilà. La Cour constitutionnelle peut avoir été prise au siège. Et voilà, non, je ne crois pas. Je crois pas. Je crois que c'est fait sciemment. Le procureur qui relève mal appel devant le tribunal de première instance, alors qu'il devait faire devant la Cour d'appel, on reprend l'article et on écrit rapidement ou devant le tribunal de première instance. Ce qu'il a fait, quoi, on essaie de justifier a posteriori. Vous avez vu l'erreur, je dis ça comme ça parce que le procureur ne l'a pas fait sciemment. On récupère l'erreur. Parce qu'on avait dit au procureur, ça je vous le dis, on avait dit d'antidater, de rétrograder, de faire des trucs comme ça. Il a dit non, je ne veux pas le faire. Ce qui est fait, est fait. Bon, on lui a dit ça, vous tenez ça sûr, bien sûr. Je ne vais pas vous dire toutes mes sources. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On l'a sauté. Et après, lui, on a sauté encore notre procureur général. Voilà ce que la justice béninoise nous offre, n'est-ce pas? C'est l'image. C'est pourquoi j'ironisais tout à l'heure pour dire qu'on assistait à un procès équitable, les armes étaient égales, les avocats de part et d'autre, et surtout, les avocats ont eu accès au dossier. Oui, parlant d'armes durant ce procès qui restera sans doute historique, procès du 18 octobre, je vous inviterai, chers invités, à suivre le ressenti des avocats de la défense et ensuite nous reviendrons sur ce plateau pour apprécier la régie. Avocats que nous sommes, nous avons prêté un serment. Le serment
qui est celui de n'être soumis à aucune autorité judiciaire. Le serment que nous avons prêté est celui de n'être soumis à aucune autorité politique. Le serment que nous avons prêté est celui de la défense de la veuve et de l'orphelin et de tout faire pour que la loi, rien que la loi, soit respectée et que, en tout état de cause, nous puissions exercer notre ministère conformément à la loi. Les décisions rendues par la CRIET ne lient pas les parties, quelle que soit la qualification qui a été retenue par la CRIET. Ce qui lie les parties, c'est la loi. Et conformément aux dispositions de l'article 19 de la CRIET, de la loi portant création de la CRIET, il n'y a pas à distinguer selon que l'arrêt est rendu par défaut, selon que l'arrêt est rendu de façon réputée contradictoire ou selon que l'arrêt est rendu de façon contradictoire. La loi portant création de la CRIET elle-même, en tant que loi spéciale, a prévu une seule voie de recours pour tous les arrêts rendus par la Cour de répression des infractions économiques. Et donc, nous sommes surpris d'entendre que la Cour, peut-être pour nous mener sur une fausse piste, déclarer sa décision être une décision de défaut. En tout état de cause, conseil de M. Sébastien Adjamon que nous nous sommes donné le temps de la réflexion, mais nous ne nous laissons pas prendre à défaut. J'avancerai pour dire que ce matin, nous nous sommes présentés devant la Cour avec l'espoir de pouvoir effectivement défendre nos clients. Mais depuis hier, les couleurs avaient déjà été annoncées par le président de la formation. Le 11 octobre 2018, le dossier ayant été renvoyé pour que nos clients, à la date du 18, sinon avant celle-là, puissent indiquer dans leurs lettres la précision selon laquelle elles constituaient des avocats nommément cités dans une lettre pour assurer leur défense malgré leur absence, nous avons estimé qu'il était judicieux d'adresser une lettre au président de la Cour pour lui demander de mettre à notre disposition une copie intégrale du dossier judiciaire. Nous avons par lettre, effectivement, en date du 11 octobre, saisi le président de la Cour aux fins que je viens de vous décrire. En réponse à notre courrier, le 15 octobre 2018, le greffier en chef de la Cour de répression des infractions économiques, certainement après avoir reçu instruction du président de la Cour, nous a répondu à Maître Yves Kossou, à Maître Hippolyte Yédé, à Maître Isiaka Mustafa, à Maître Prosper Aounou, à Maître Samuel Ayodele Aounou, à Maître Renaud Vignile Agbodjo, à Maître Roméo Godonou. La réponse qui nous est donnée, je vous donne son contenu. Objet: votre demande de communication du dossier pénal avec la précision suivante. Procédure CRIET 2018 RP 0029 en date du 11 octobre 2018. Cher maître, je viens par la présente vous informer que votre lettre sans numéro du 11 octobre 2018, objet de signification de correspondance du jeudi 11 octobre 2018, par laquelle vous avez sollicité la communication du dossier pénal dans la procédure sus-référencée, a retenu toute notre attention. Je voudrais bien simplement rappeler à votre attention que le dossier de cette procédure est mis à votre disposition pour toute consultation sur place dans le bureau du greffier en chef de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je vous saurai tous gré des dispositions que vous allez bien vouloir prendre à cette fin. Faisons une interprétation, je dirais, même lapidaire. Faisons une interprétation toute simple.
Quelle est la conséquence d'un tel courrier? Si ce n'est la reconnaissance à nous, avocats, de pouvoir assister ou de pouvoir représenter nos clients à l'occasion de l'évocation du dossier. Si la Cour ne nous reconnaissait pas la qualité d'avocat représentant nos clients, pourquoi nous a-t-elle répondu, nous a-t-elle autorisé à accéder au dossier judiciaire? Pourquoi nous a-t-elle permis d'accéder au dossier judiciaire? Mais quelle ne fut notre surprise hier, dans l'après-midi, quand Maître Isiaka, Maître Aounou Ayodele et Maître Yves Kossou se sont rendus à la Cour, se sont rapprochés du greffier en chef. On nous a fait patienter pendant une demi-heure le temps d'aller chercher le dossier auprès du président de la formation. Le greffier est revenu nous dit être dans l'impossibilité de nous laisser prendre connaissance du dossier, alors que nous ne nous sommes pas rendus à la Cour ex nihilo. Nous nous sommes rendus à la Cour à la demande de la Cour. Au droit, nous sommes obligés d'opposer le droit. En tout cas, face à l'arbitraire qu'on nous oppose, nous avons des éléments de droit. Il a fallu l'insistance de nos aînés pour que le président de la formation qui a rendu la décision inique de ce jour dise qu'il ne nous reconnaît pas comme étant les avocats de M. Sébastien Adjavon, parce que M. Sébastien Adjavon et ses collaborateurs ne s'étant pas présentés, il était au regret de ne pas pouvoir nous laisser avoir accès au dossier. Mais comment une cour peut dire et se dédire? Comme si entre le jour où on nous a répondu et le jour où nous nous sommes rendus à la cour, il y a eu des instructions contraires qui lui ont été données. Mais c'est la conclusion à laquelle il faut parvenir. C'est la conclusion à laquelle il faut parvenir. Et dans ce cas, nous estimons que la décision qui a été rendue aujourd'hui est une décision qui ne peut pas nous surprendre, puisque les conditions dans lesquelles nous avons été empêchés d'exercer notre ministère étaient déjà des signes avant-coureurs. Mais plus grave, dans la conduite même du procès, le comportement du président de la Cour d'aujourd'hui laissait présager qu'il était dépourvu de toute impartialité. Oui, je le dis, parce qu'un fait révélateur très important m'a indigné. Vous savez, l'instruction aujourd'hui n'a pas duré plus de 3 heures, alors que devant le tribunal de première instance de Cotonou, le tribunal qui était également une composition collégiale, nous avons commencé les débats à 9 heures, nous avons fini les débats à 22 heures. Nous avons quitté le tribunal de Cotonou, il était minuit. Le dossier d'aujourd'hui a été pris, débat, question en moins de 3 heures. Sur plus de 8 témoins entendus, aucun témoin n'a reçu plus d'une question du procureur. Pour la plupart des témoins, le procureur spécial n'a même pas posé de questions. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Pas de questions. Monsieur les avocats de la douane, avez-vous des questions? Pas de questions. Comme si tout était déjà préparé d'avance et il fallait juste atteindre un objectif déjà préparé. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que à l'audition de M. Chilao, qui est un élément central du dossier, le capitaine de gendarmerie, M. Chilao, celui qui, de sa seule initiative, de sa seule connaissance scientifique, a su à l'œil nu que le produit incriminé était de la cocaïne pure, qu'il a évalué. À peine le président de la Cour lui a demandé de relater les faits selon sa version, que, sentant venir le danger, il lui a suggéré une réponse. Vous savez quoi? Un huissier était dans la salle et cela a été consigné sur PV. Le président de la Cour lui a dit, Monsieur Chilao, répondez, dites votre version des faits, mais je vous dis en même temps, je n'ai pas besoin de savoir les conditions dans lesquelles vous avez été informé du conteneur suspect. Comment est-ce qu'une juridiction qui se dit indépendante, comment est-ce qu'une cour qui se dit impartiale peut suggérer une réponse à un témoin
qu'il y ait un officier de police judiciaire, si tant est que les débats doivent être menés à charge et à décharge. Oui, c'est de cela qu'il s'agit et il faut que l'opinion le sache. Il s'agit là d'un pan des conditions du déroulé de cette audience relatée ici par Maître Renaud Agboudjo, membre du collège des avocats assurant la défense des prévenus. Bernard Gbagbo, vous l'avez suivi attentivement. Assez d'éléments relevés. Pour l'universitaire, il y a matière à réflexion et qui pourrait faire objet d'études avec les étudiants dans les prochains jours. Oui, je crois que... Merci. Maître Agboudjo, je crois qu'il a été, je dirais, exhaustif, n'est-ce pas, sur la question. Je ne crois pas qu'il puisse encore ajouter un seul mot. Il a suivi intégralement. Il est avocat d'Ajavon, donc il a tout suivi. Moi, j'étais arrivé en retard, je vous l'ai dit. Je l'ai vu dans la salle. Donc, tout ce qu'il a narré, effectivement, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il vous parle de défauts. C'est vrai qu'on dit que la décision est rendue par défaut. Et alors, l'article 19, n'est-ce pas, elle nous dit qu'il n'y a pas d'appel ni opposition. Or, défaut entraîne opposition. Vous comprenez que la criette, même ceux qui sont à la tête de la criette, même, ils s'embrouillent les pieds dans les fils de la criette. Ça veut dire que c'est une loi, une mauvaise loi, qu'il faut coûte que coûte estimer, n'est-ce pas, de notre ordonnancement judiciaire. L'avocat a dit qu'à un moment donné, ils ont voulu avoir accès au dossier de leur client. Un autre point, et il nous a fait une démonstration un peu ahurissante, vous qui êtes des habitués aussi des tribunaux, comment cela s'explique? C'est ça, l'égalité des armes. On ne peut pas accepter que le procureur, qu'il soit spécial, général ou de la République, lui, il ait accès au dossier, il confectionne un dossier et que les avocats, qui sont des défenseurs, ne puissent pas du tout avoir accès à ces dossiers. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Notre justice a ce défaut-là également, où c'est juste là que vous avez accès au dossier. Allez voir dans les pays où le système est accusatoire. Vous verrez très bien que l'avocat et le procureur sont sur le même pied d'égalité. Ils ont les dossiers au même moment. Et chacun traite le dossier parce que c'est ça qu'on appelle l'égalité des armes. Or, dans notre pays, déjà, nous avons ce péché originel qui fait que nous avons un procureur qui est surpuissant, qui est inquisiteur et qui fait tout seul. Et les avocats, on s'en fout éperdument. C'est ça, c'est l'expression, c'est l'illustration qu'on a encore eue hier. Et pour un grave dossier, où on va condamner quelqu'un à 20 ans, on ne permet pas aux avocats d'avoir accès au dossier. Encore pire, on ne veut pas du tout, n'est-ce pas, qu'ils participent justement à ce procès. Procès équitable, n'est-ce pas? Vous en avez au travers de la gorge. Évidemment, on l'a dit, on a dit que la criette, c'est une loi extraordinaire. Vous continuez pas à marteler cela? Mais évidemment, puisque la preuve, et Maître Gbodjo l'a dit tout à l'heure, il a été condamné par défaut. Alors que, évidemment, l'article 19 ne parle ni d'opposition, ni d'appel. Alors, vous voyez, là où nous en sommes. Constantin Moussou, vous l'avez suivi, Maître Gbodjo, religieusement tout à l'heure, qui a relevé un certain nombre d'éléments qui, pour lui, ont émaillé déjà la poursuite normale du dossier. Oui, les éléments d'information apportés par Maître Gbodjo, comme d'autres éléments relayés par la presse au fur et à mesure du déroulement de ce procès, montraient déjà suffisamment que nous n'étions pas dans un procès, que nous étions dans une parodie de procès. Et tous les éléments de la parodie se confirment à chaque instant, se confirment à travers les actes, les faits, les propos des personnes. Comment convenez-vous, comment concevez-vous que du haut de sa place dans l'enceinte d'un palais de justice, je dis dans une salle d'audience, qu'un juge, le président de séance, est à menacer des avocats en rappelant, en indiquant sa région d'origine. Un peu comme pour dire, non seulement je pourrais vous faire la fête d'un point de vue du droit, mais je pourrais en plus vous créer des ennuis dans le champ mystique, dans le champ mystérieux. Et lorsque de tels comportements peuvent se dérouler, sans que celui qui a à les poser, à poser ses actes, n'ait à redouter quoi que ce soit,
vous devez vous comprendre qu'il a une protection. Cela veut simplement dire et indiquer que nous ne sommes plus dans un état de droit, mais que nous sommes peut-être dans ce qu'il conviendrait d'appeler et peut-être théoriser, nous sommes dans l'état du roi. Et dans l'état du roi, quand vous pouvez le sentir, le percevoir, et le procureur et le président de la Cour, dans leur connivence perceptible, sont si entendus l'un vis-à-vis de l'autre que lorsque le procureur requiert une peine, bien entendu, le président la met exactement en application. Il a requis 20 ans, il a donné 20 ans, ni plus ni moins. C'était un signe comme s'il en fallait un dernier pour montrer que tout cela aura été machiné dès le départ. Que M. Sébastien Adjavon, s'il avait eu la malencontreuse idée de descendre à Cotonou, un peu comme a pu être traité avant lui l'honorable Taorin Nouro, même sans un procès, ou bien même dans l'expression d'une parodie de procès d'audience, on se serait jeté sur lui et on le déposerait à la prison civile de Cotonou pour 20 ans. Pour 20 ans. Et je considère que nous ne sommes pas un pays qui évolue en vase clos, que le monde entier observe, et que le Bénin, qui a pu se faire affubler hier du surnom de laboratoire de la démocratie en Afrique, offre aujourd'hui encore à percevoir, et ça ce n'est plus seulement pour le Bénin, mais dans le monde et toujours dans le monde, mais la face d'un pays qui se métamorphose et qui prend les traits d'une dictature, mais d'une terrible dictature. Et ça, c'est très important. Et enfin, relever une dernière chose en rappelant l'un des extraits quand même du propos de Maître Agbodio, à savoir que le procureur de la République, qui est garant de l'intérêt public, qui est garant des intérêts de la société, de notre société, y compris de vous, y compris de moi, y compris de M. Sébastien Adjavon, qui est citoyen du Bénin, avant que d'être un justicier à mise en cause dans ce dossier, a suggéré une réponse à l'une des parties, c'est-à-dire à un témoin, le témoin d'une des parties. Cela veut simplement dire que tous les éléments existent pour indiquer que nous ne sommes que dans l'expression d'un procès politique. Et pour savoir si un procès est politique, l'un des éléments, c'est aussi de voir si les magistrats expriment l'indépendance ou alors s'ils se montrent serviles. Cela a été vraiment développé. Peut-être n'avons-nous pas le temps de revenir là-dessus, mais on reviendra sur certains aspects. Malheureusement ça, et c'est quand même de notre pays qui prend un coup. Ok. Vous permettrez à Maître Gbagbo de donner quelques éléments d'appréciation. Comment fait toute cette démonstration à laisser croire que le Bénin, hier, grand laboratoire de la démocratie, aujourd'hui en difficulté? Est-ce qu'il faut vraiment y voir aujourd'hui de grosses taches noires, comme le dit certains, entachaient déjà cette démocratie? Il a souligné un détail qui, ma foi, pour certains, relève plutôt d'une question de tempérament dans certaines circonstances, quand on va évoquer sa localité de provenance, mais c'est pas juste pour dire on est des frères, n'oubliez pas, et qu'à la maison on va se voir, que d'aller sur des terrains à voir d'autres éléments derrière ce qui s'est joué. Oui, le juge d'hier, évidemment, bon, nous le connaissons, nous savons qu'il a toujours été comme ça. Bon, et puis c'est vrai que condamner les gens à 20 ans, je l'ai dit sur, je crois, une chaîne de radio, enfin sur une radio la dernière fois, condamner les gens à 20 ans alors que soi-même, on n'est pas clair, on n'est pas propre, je crois que c'est pas bien. Je l'ai dit, il m'a appelé pour me menacer. Bon, c'est comme ça, c'est le personnage. Ah bon? C'est le personnage. Alors, parce que j'ai dit... Mais pour une juridiction d'exception, oui, qui prend des décisions aussi lourdes, est-ce que quelque part, il ne fallait pas faire plus de tri? Et une fois encore, là, je reviens vers les universités. Quand on met des appareils de gens sur place, un peu la partition des universités pour pouvoir permettre à la juridiction de rayonner. Malheureusement, on l'a déjà dit ici, la Criette n'est pas une juridiction, n'est-ce pas, à qui il faut donner le blanc-seing. La Criette, c'est une juridiction qui a été créée de toutes pièces, et je dirais même de toutes pièces, contre certains. Certains qui sont peut-être des ennemis. Ça, on a entendu dire du citoyen lambda, mais vous répétez ça aussi? Ah oui, je répète ça, parce que tout, que ce soit dans la forme ou dans le fond, je parle du PG tout à l'heure, procureur général, qui a relevé appel hors délai, hors endroit. J'ai même entendu hier quelqu'un dire que le procureur général, il peut le faire, il a un privilège, n'est-ce pas, et qu'il peut relever appel n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Voilà, nous sommes arrivés au Bénin.
c'est la dictature. C'est au sein des pays dictatoriaux que pareille phrase, on entend pareille phrase. Alors, sur la forme, je disais, la criette, en premier, juge en premier, dernier ressort. Alors, comment est-ce qu'une cour d'appel peut juger en premier, dernier ressort? L'affaire est déjà jugée en premier ressort. Mais la cour d'appel reprend l'affaire et la juge encore en premier, dernier ressort. Alors, vous voyez qu'il y a des incongruités terribles dans cette criette-là. Alors, sur le fond, on ne s'est pas posé la question de la culpabilité, même si on l'a posé, c'est vraiment de façon, comme il a dit, Maître Aboudjou, ça a été de façon sommaire. C'est un procès sommaire. Bon, rapidement, on passe à autre chose parce qu'on sait déjà ce qu'on doit faire. Alors donc, la culpabilité, on n'a pas traîné là-dessus, mais il y a un avocat qui a posé la question hier. Il n'y a pas seulement la culpabilité, il y a l'imputabilité. C'est parce que j'ai retrouvé quelque chose dans quelque part que je vais dire que c'est lui qui a fait. Il faudrait que j'arrive à prouver. Et c'est ça c'est le ministère public qui doit le faire. Prouver, c'est l'accusation qui doit démontrer effectivement que M. Adjavon, cette drogue-là a été mise là-dedans par lui, qu'il est responsable. L'imputabilité. Comment lui imputer la chose? Vous pensez que c'est une grande étape qui a été... Mais évidemment, hier, personne n'en a même pas parlé d'imputabilité. Et un avocat a soulevé la question hier pour dire, mais lorsqu'on parle de culpabilité, d'accord, il s'agit de conteneurs, il s'agit de transbordement, il y a beaucoup de gens qui ont manipulé, les plombs, etc., etc. Mais comment vous allez condamner quelqu'un que vous n'êtes pas sûr que c'est lui, ça peut lui être imputé? Bien sûr, peut-être qu'il est propriétaire. On peut dire qu'il est propriétaire, mais c'est pas cela en droit maritime. Et je crois que le bâtonnier de l'avait rappelé aussi. Le droit maritime est un droit complexe. Il ne s'agit pas, lorsque je vois, c'est pas quelque chose dans le contexte de quelqu'un, dit tout de suite que c'est lui, je le condamne à 20 ans. Non. Il faudrait qu'on arrive, n'est-ce pas, l'accusation prouve justement que c'est Adjavon qui a mis l'histoire dans les conteneurs. Ce qu'on n'a pas du tout pu prouver. Jusque-là, que ce soit la première audience, c'est pour ça d'ailleurs que le juge, et d'ailleurs, voilà, il y a quand même quelques juges qui sont indépendants. On ne va pas jeter l'opprobre sur tous les juges béninois. Le premier juge s'est dit, bon, écoutez, mes amis, avec les éléments que j'ai, bon, je n'ai aucun élément qui prouve que c'est Adjavon qui a mis la drogue dans les conteneurs. C'est pourquoi je dis, bon, qu'il y a un doute sur cette histoire-là. Et je dis que je ne condamne personne, le doute professionnel. On ne lui a même pas parlé de doute. Là encore, je peux dire encore que bon, il a été quand même assez un jugement de Salomon. Mais normalement, celui qui a l'expérience du juge d'hier devrait penser déjà à l'imputabilité. Il n'y a aucune imputabilité là. L'expérience est là, mais on n'est pas allé sur ce terrain. Non, mais pas comment ça s'explique? Et ça s'explique et je crois que... Alors Constantin Mousseau, l'université vous renvoie la balle, comme quoi les données politiques peuvent beaucoup plus compter. Mais il paraît qu'il n'y a pas que des mots et des faits. Il y a aussi des chiffres. 18, 20. Ça sonnerait d'une certaine façon désormais dans la République. Oui, mais non, c'est ça de façon générale. Si vous voyez comment le régime fonctionne, vous verrez que très souvent, il a voulu exploiter des symboles. Peut-être que cela répond à des codes, disons, secrets, qu'il faudra avoir l'occasion de décrypter. Il faut partager le contexte et peut-être les éléments mystiques qui permettent de décoder dans leur signe, dans leur symbolique, les chiffres, les éléments, les circonstances. Mais sinon, regardez, 18 kilos de cocaïne. Et puis bon, on revient sur le dossier 18 octobre 2018, comme par hasard. Bon, on inflige. Et puis on inflige 20 ans d'emprisonnement. Or, vous se rappelez que on avait déjà dit aux partis politiques que l'on fédère dans les blocs pour que nous allions dans le nouveau système partisan que nous sommes en train de proférer. Eh bien, vous allez renoncer à recréer vos partis pour 20 années. Donc tout cela coïncide et montre que l'on crée un cycle de 20 ans sur lequel on voudrait ne pas être embêté. Et comme je parlais tantôt des symboles et de la façon dont le système semble être attaché aux symboles, vous serez rappelé que c'est le jour de l'anniversaire de Valentin Guérontin, disons un 14 février, qu'à l'Assemblée nationale, le procureur a transféré le dossier de sa demande de levée d'immunité, en fait, d'études de levée d'immunité. Donc, tous ces symboles, vous verrez que c'est à l'occasion de la célébration du premier anniversaire du régime
que l'ex-garde des Sceaux avait pu dire que le mois de mars serait le mois de la révision de la Constitution. Et lorsque 2 jours avant l'anniversaire, donc un 4 avril, cela a échoué, nous avons été confrontés, disons, au rouleau compresseur de ruse et puis de la rage. Et vous serez aperçu que M. Sébastien Adjavon avait été conduit, enfin, aurait dû être conduit, du moins pour la convocation qui lui avait été adressée devant la CREAS pour la première fois un 4 octobre. C'est-à-dire à 2 jours, jour pour jour, 2 jours, jour pour jour, du mi-mandat du quinquennat. 2 jours, jour pour jour, pour boucler. Donc, tout donne l'impression qu'on voulait l'offrir comme cadeau d'anniversaire sur un plateau d'argent, n'est-ce pas, au roi. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces symboles ne sont pas bons pour une démocratie, pour nos républiques. Ces symboles, lorsque vous les voyez, vous comprenez déjà que l'on est en train de rentrer dans un cycle infernal dont les éléments de manifestation dans un futur peut-être plus ou moins proche, peuvent être tragiques. Non pas seulement pour ceux qui les subissent, mais quelquefois, même pour ceux qui en sont les acteurs. Parce que comme Chronos, il arrive toujours que le monde finisse par dévorer ses propres enfants. Parce que dans tous les régimes de dictature, il arrive qu'une personne qui a beaucoup servi, qui a tout donné, elle-même tombe en disgrâce un jour et devient, parce que c'est sans état d'âme que ça fonctionne, la proie des prédateurs qu'il a protégés ou bien desquels il a fait partie lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, lorsque nous dénonçons cela, nous ne le dénonçons pas seulement au profit de ceux qui en sont les victimes aujourd'hui, nous le dénonçons comme procureur de la société en griffe, au profit de tous les citoyens, parce qu'on ne sait pas sur la tête de qui l'épée va se retrouver. Alors, une transition heureuse qui renvoie un peu à la phrase de maître Issiaka Moustapha, ce que nous avons vécu, disait-il, reste très grave et ça risque d'arriver à bien d'autres. C'est juste le citoyen que nous avons essayé de défendre et nous voudrons que chaque citoyen se retrouve à travers cette personne et constate que quand ça lui arrivera, s'il ne s'indigne pas aujourd'hui, ce sera bien trop tard car il n'y aura plus personne pour s'indigner avec lui. Maître Bago, vous pensez que le Bénin là est en train de pousser le curseur bien loin, là où il ne faudrait pas? Mais malheureusement, on en a dénoncé, on continue toujours pas à dénoncer. Et il faudrait qu'on ne soit pas seul à dénoncer. Et je suis content qu'aujourd'hui il y aura une assemblée générale des avocats très bientôt. Et j'espère que cette assemblée générale, lors de cette assemblée générale, on prendra des actions je dirais, dures, n'est-ce pas, solides, n'est-ce pas, contre tout ce que nous voyons aussi. Parce que les avocats aussi participent ils doivent être à l'avant-garde de la démocratie. C'est vrai que si on se laisse faire, vous comprenez que tout l'échafaudage, tout va s'effondrer. Tout ce qui a été fait depuis 90, notre héritage, nous sommes ceux qui doivent continuer l'œuvre de la conférence nationale. Alors là, nous voyons effectivement on est en train, n'est-ce pas, d'abattre les résultats de la conférence nationale. On ne peut pas accepter cela. Nous devons tous nous lever, de quelque part que nous soyons. Et je vous félicite déjà, d'ailleurs, que vous nous accordez la parole, n'est-ce pas, pour pouvoir dénoncer ces choses-là. Il faut les dénoncer et il faut aller le plus loin possible. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de ce complet. J'ai vu la revue des presses aujourd'hui. Ça m'a fait un peu peur, parce que là où j'ai suivi la revue des presses, on ne parlait pratiquement pas de ce qui s'est passé hier. Alors j'étais révolté, je pensais qu'aujourd'hui, tous les journaux allaient mentionner, n'est-ce pas, partout, qu'effectivement... Non, rien, quelques petits trucs, là, c'est tout. D'autres n'en parlent même pas, ou mettent ça à la troisième page. Ce n'est pas bien. C'est pas parce que nous avons besoin peut-être d'argent, on nous donne de l'argent par-ci, par-là, sous la table, que nous ne devons pas aller, je dirais, en guerre, n'est-ce pas, contre ce qui se passe. Comme disait l'autre, indignez-vous. Indignons-nous pour ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Parce que c'est très grave. Comme vous l'avez dit, ça peut arriver à n'importe qui. C'est pas seulement à Adjavon. Et ça fait même pitié. J'ai écouté Adjavon hier, et comme tous, les Béninois, malgré tout ce qu'on a fait pour qu'on ne l'écoute pas, je l'ai écouté hier. Et il a dit, le seul regret qu'il a, c'est d'avoir appelé à voter pour Talon. Vous voyez, c'est triste qu'on en arrive là. Alors que tous les fils du pays devaient se regrouper, n'est-ce pas, pour construire ce pays. Non seulement à Djavon. Votre mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est que, attention, nous sommes, n'est-ce pas, disons, sur un versant. Et il ne faudrait pas que la démocratie dégringole. Un demi-jeté, comme disent les autres, chute libre.
Il ne faudrait pas que notre démocratie aille, n'est-ce pas, dans le décor. Dans le décor. Merci à vous, Bago, oui, Constantin Moussou, pour clôturer cette émission. Oui, la fin est vite arrivée. Vite arrivé, oui. Ne vous faites pas. Ok, quelques éléments. D'abord, le premier. Lorsque j'observe comment tout cela a été s'est fait jusqu'à ce jour, je remarque simplement que les dispositions sont mises en place pour que tous les citoyens qui dérangent le pouvoir se retrouvent en situation d'exil. Or, la constitution de notre pays, en son article 16, indique déjà, notamment l'alinéa 2, qu'aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil. Dans le cas d'espèce, tous les citoyens qui peuvent déranger le régime sont en train d'être contraints à l'exil. Et donc, c'est une violation flagrante de la Constitution pour laquelle le gouvernement des jeunes du Bénin que je dirige se fait fort de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Mais je voudrais surtout dire, pour rappeler et avant de finir, que c'est au moins depuis 1789, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, relevé que il était déjà indiqué que chaque société, que toute société dans laquelle les droits de l'homme ne sont pas respectés et la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Nous sommes aujourd'hui un État sans constitution. Et fini en rappelant que, même en considérant que nous sommes en Afrique, même en considérant que nous ne sommes peut-être pas aussi évolués que les démocraties occidentales, rappelez aussi que l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'histoire de la féodalité, et que même à l'intérieur de l'histoire de la féodalité, il y a aussi l'histoire de la charte de Kurukan Fuga, depuis 1222, qui rappelé et certifié par les travaux de l'UNICEF, de l'UNESCO, avec notamment les recherches de Wakam Soko et de Justata Sissé. La charte de Kurukan Fuga, qui rappelle que aucun citoyen ne peut être, aucun sujet ne pouvait être privé de sa liberté, qu'aucun citoyen, dans des conditions illégales, dans des conditions où l'on sent nettement que l'on lui en veut, que l'on voulait le détruire. Et en conséquence, rappeler que dans notre société, c'est le devoir de tous les citoyens de se mobiliser et de rappeler au prince que peut-être il est fort, mais qu'il n'est fort que par la volonté du citoyen, que par conséquent, quelque part, il est temps qu'il sera temps pour lui de s'arrêter et de se rappeler que la roche tapéienne est là, mais que le Capitole est là, mais que la roche tapéienne n'est jamais très loin. C'est sûr. Merci à vous, Constantin Moussou. Merci à vous, le professeur Bago. C'est beaucoup de solennité, vous comprenez, pour la cause. Merci aussi, vous, d'avoir été de là. Le Bénin écrit chaque jour une nouvelle page de son histoire. Celle-là fera date. Ensemble, on sera encore là pour faire le bilan. Je vous fausse compagnie, mais sur cette citation du célèbre auteur romain Cicéron. Lorsqu'une injustice est commise, il importe beaucoup de distinguer si elle vient d'un de ces mouvements soudains qui le plus souvent ne dure pas, ou si elle a été préméditée. Une faute est moins grave quand elle échappe à l'homme dans un moment d'effervescence que lorsqu'elle est réfléchie et faite de sang-froid. Bonne suite de méditation à vous. 100% Bénin, l'aventure se poursuit. À très bientôt.